Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Magicien. C'est Fabienne et je vous fais une petite introduction sur l'épisode du jour. Je vous diffuse cette conférence, la conférence d'Emmanuel Iger au Tarot Festival 2023 sur qu'est-ce que le tarot psychologique en remplacement de sa chronique du mois de juin. Mais vous allez voir que c'est quand même une belle chronique d'Emmanuel. Le podcast en fait fait une pause jusqu'à la fin du mois de juin. Et nous avons donc décidé de partager cette conférence. Et puis la semaine prochaine, je rediffuserai un épisode à moi et je reprendrai les épisodes normaux à partir du 7 juillet. Donc je vous laisse maintenant en compagnie d'Emmanuel et je vous dis à très vite sur Le Magicien. Bye bye. Bonjour à tous. Il y en a pas mal que je connais déjà. Merci d'être venus jusqu'ici. Bienvenue au Tarot Festival. Merci d'avoir fait le grand voyage pour beaucoup. Et puis, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Tarot Festival, c'est un festival unique en France parce que c'est le seul festival qui a dans son ADN le tarot psychologique. Et donc, à chaque fois, on me demande de faire la conférence d'ouverture, qu'est-ce que le tarot psychologique? Et donc, ça fait 6 ans que je la fais. Seulement, à chaque fois, il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Donc, je peux pas redire 2 fois la même chose. Donc, je suis obligée de la refaire à chaque fois. Et en plus, comme à chaque fois, il s'est passé 1 an, moi, j'ai découvert des nouvelles choses et j'ai modifié ma façon de penser et j'ai des nouveaux angles. Donc voilà, je refais la conférence à chaque fois. C'est toujours le même titre, mais c'est jamais le même contenu. Donc voilà, qu'est-ce que le tarot psychologique 2023? Ok. Alors, puisque c'est la version 2023, donc là aujourd'hui, je vais vous raconter ce que je pense vraiment du tarot psychologique. Et évidemment, comme il s'agit de tarot, on va devoir effleurer des questions de croyances parce que c'est un peu incontournable. Et je voudrais qu'une chose soit bien claire au début de la conférence, c'est que je suis pas là pour vous dire quelle croyance est bien, quelle croyance est pas bien, parce que qui je suis pour vous dire que mes croyances sont mieux que les vôtres ou l'inverse. L'idée, c'est juste de montrer des grilles de lecture possibles et surtout questionner. Le but, c'est de pas vous donner une vérité parce que moi j'en sais rien. Mais comme c'est un festival qui est vraiment basé sur la rencontre, le but c'est de générer de la réflexion et de générer du dialogue. Donc je vais avoir des points aujourd'hui. D'abord, je vais vous montrer que le tarot ça n'existe pas. Et bah ouais. Et oui, c'est pour générer aussi du questionnement et de la réflexion. Ensuite, je vais vous montrer que parler de tarot psychologique, c'est en fait une façon d'éviter de s'engager. Et tout ça, ça va me permettre de démontrer pourquoi, à mon avis, parler de tarot psychologique, c'est une approche hyper adaptée et saine pour ouvrir un dialogue qui soit dans le respect. Et ça, c'est une problématique qu'on a dans les arts divinatoires, dans le tarot en général, dans l'ésotérisme dans l'ésotérisme en général. Mais je pense que c'est vraiment crucial de souligner ces points-là. Donc, on va commencer par parler du fait que le tarot ça n'existe pas. Donc, ça vous a fait rigoler tout à l'heure, mais bon, maintenant je vais vous l'appuyer un peu bien, parce que si on veut parler de tarot psychologique, comme c'est dans le titre, il faut parler de tarot. Et le tarot, c'est un objet problématique parce qu'il est difficile à définir. On sait pas trop ce qu'on a entre les mains. Donc, quand on va parler au grand public en général de tarot, tout de suite, les gens vont comprendre qu'on parle de médiumnité, de voyance et de divination parce que dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment très, très clair. Bon, ça tient pas compte du fait que personne gagne au loto après avoir acheté un jeu de tarot. Ça, c'est embêtant, mais si on pouvait faire ça, les tarots seraient vachement plus chers. Mais bon.
Mais bon, pour l'instant, ça marche pas. Enfin, on n'a pas vraiment essayé, bon. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du tarot, c'est que dès qu'on considère un petit peu d'où il vient cet objet-là, à quoi il ressemble, comment il est structuré, le lien avec la voyance, il tient pas du tout. Si vous avez regardé un petit peu les livres d'histoire, notamment celui d'Isabelle Nadolny qui fait une conférence aussi ce week-end, originellement, le tarot, c'est pas un objet pour lire l'avenir, c'est pas un objet pour lire les cartes, c'est pas un objet pour tirer les cartes, c'est un jeu de cartes à jouer qui sert à taper le carton avec les copains. Et ça, c'est très, très clair. Ça pose vraiment aucun problème aux historiens. Les historiens de la Renaissance qui parlent des tarots enluminés italiens qu'on a du 14e, 15e siècle, ils nous disent, vous qui faites de l'ésotérisme, vous nous dites qu'il y a des secrets cachés dans ces représentations. Nous qui sommes des historiens spécialistes de la Renaissance, ça nous embête beaucoup parce que en tant que spécialiste de la Renaissance, on peut rien vous dire d'autre que c'est des images hyper banales pour la Renaissance et qui ont des sens vraiment très clairs et pas cachés du tout pour les gens de cette époque-là. Par exemple, le soleil, c'est un truc qu'il y a dans le ciel le jour. La lune, c'est un truc qu'il y a dans le ciel la nuit. Voilà, c'est important. La mort, c'est un truc qui arrive. Et ce ne sont que des représentations de choses de la vie des plus banales. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les cartes majeures du tarot, c'est une suite d'allégories qui sert à représenter des choses importantes et qui, à cette époque-là, servait d'illustration pour l'éducation de la jeunesse, mais pas de travail ésotérique, on les tirait pas ces jeux-là, c'était pas possible. Et ce que nous aujourd'hui on appelle les cartes mineures, vous représentez bien les cartes qu'il y a dans le tarot de Marseille avec les bâtons, les coupes, les épées, etc. Ça, à l'origine, historiquement, c'est un jeu de cartes à jouer qui a été inventé par les Arabes au XIIIe siècle et qui a donné le jeu de cartes que nous aujourd'hui on utilise en France avec cœur, trèfle, pique et carreau. La seule différence, c'est qu'à un moment, on s'est rendu compte que dans la question de produire des jeux de cartes, c'était beaucoup plus simple d'avoir un tampon en forme de cœur et de l'appliquer que de se fatiguer à graver à la main des cartes différentes à chaque fois. Voilà. Donc, nos cartes mineures, ce ne sont rien d'autre que des cartes à jouer qui servent à jouer à un jeu un peu comme la belote. Et vers le XVIe, XVIIe siècle, ces deux jeux-là, le jeu allégorique italien et le jeu de cartes arabe, se sont retrouvés mélangés parce qu'on s'est dit à un moment, tiens, on a des cartes peintes, elles sont jolies, ce serait peut-être bien de dire que c'est les atouts, comme ça on peut jouer à un jeu avec des atouts, c'est marrant, ça fait le tarot. Et donc si aujourd'hui vous allez chez Jouet Club avec un budget de 2 € et que vous leur demandez un tarot, ils vont vous vendre un jeu à 78 cartes avec 22 atouts. C'est la même structure, c'est le même nom, c'est le même jeu, c'est vraiment un jeu de cartes à jouer. Donc vraiment, on ne parle pas de voyance historiquement, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est très, très moderne et très tardif. Voilà. Et là, en fait, le seul secret intéressant dans le tarot, c'est que, donc, à l'origine, ces cartes-là ne veulent rien dire. Sauf que, quand on a décidé d'en faire quelque chose de plus que le fait de tirer les cartes, quand on a décidé de le récupérer pour faire un travail ésotérique, pour faire du travail sur soi, pour faire de la divination. La divination, ça, c'est apparu à partir du 18e sur le tarot. En fait, on s'est mis à projeter sur ces cartes des significations. On s'est mis à chercher ce que ces cartes pouvaient bien vouloir dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que le soleil? Si on considère que c'est pas juste l'astre qui nous éclaire le jour. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire le soleil? Le soleil, c'est quelque chose qui nous éclaire. Le soleil, c'est quelque chose qui nous donne de la lumière. C'est quelque chose qui nous donne de la chaleur. C'est quelque chose qui nous donne de la vie. Et donc, on peut commencer à réfléchir là-dessus, à réfléchir à ce qui nous donne de la vie, à réfléchir à ce que c'est que rayonner nous-mêmes. Donc, vous voyez, quand j'ai fait ça, j'ai complètement quitté la réalité historique et j'ai commencé à poser une réflexion sur un dessin qui, en fait, n'est qu'un prétexte. Et donc, tout le secret du tarot, à mon avis, c'est ça. C'est que le tarot, ça n'existe pas, mais l'être humain, il est capable de projeter des secrets initiatiques profonds sur n'importe quoi. Et donc là, on a une suite de cartes qui est rangée dans l'ordre. Donc ça nous donne une structure. Et en plus, ces cartes-là, historiquement, elles étaient rangées dans un ordre croissant parce que c'est plus facile de montrer... T'inquiète pas, c'est un bon animal. C'était plus facile de montrer une progression en commençant par les basses couches de la société avec le mendiant, etc., puis en finissant par les représentations divines. Bon,
Ensuite, chaque époque s'est attachée à utiliser cette structure-là, qui ressemble un peu à un escalier, pour y projeter sa façon de réfléchir à des choses. Donc, ça peut être réfléchir au mysticisme, comme ça peut être réfléchir au développement personnel. Et en fait, quand on regarde un petit peu les différentes significations que les auteurs ont pu attacher aux cartes de tarot, on se rend compte que leur raisonnement est toujours hyper typique de leur époque. Qui me paraît une preuve assez flagrante du fait qu'il n'y a pas de signification originelle des cartes. Si aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, du fait de s'écouter soi, du fait d'apprendre à entendre ses émotions, du fait de se réaliser soi dans son unicité, c'est hyper typique de maintenant, ça. Et il y a peut-être un lien avec le système capitaliste de toute façon. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc à chaque fois qu'on a projeté des significations dans le tarot, on les projetait à partir de notre culture, qui n'était plus la culture de la Renaissance. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour faire de l'histoire, on est là pour réfléchir. Ça va, ça voilà. Donc le tarot à jouer, c'est un outil qui s'est retrouvé embarqué malgré lui dans des histoires de lecture des cartes. Donc c'était pas fait pour ça. Donc on s'est mis à lire le tarot avec un objet qui n'était pas du tout fait pour être lu. Et au 18e, il s'est passé quelque chose d'assez rigolo. C'est que on était dans la mode de l'orientalisme à cette époque-là. C'était vraiment une mode dans l'histoire de l'art. On disait que tout ce qui était oriental était cool, notamment l'Égypte ancienne, parce que l'Égypte c'est exotique et puis l'ancienneté c'est mystérieux. Donc il y avait vraiment l'idée que tout ce qui était ancienne Égypte était un peu magique, était un peu plein de mystères, était intéressant. Donc c'était vraiment la mode de l'époque. Et comme on a commencé à parler de lire le tarot à cette époque-là, fatalement il y a eu contamination. Parce que on a fait l'amalgame entre le fait que le tarot c'est ancien, puisque ça datait de la Renaissance, donc c'était déjà ancien pour les gens du XVIIIe siècle. Ancien c'est mystérieux, mystérieux c'est égyptien. Donc on s'est dit que le tarot c'est égyptien et c'est magique, ce qui n'était pas historiquement valide, mais ce qui était quand même assez marrant parce que ça a permis de monter tout un tas de systèmes ésotériques en se plaçant là-dessus. Et c'est à partir de là que se sont développées les méthodes de divination par les cartes de tarot, notamment par Hayet avec le Grand Tétela, que je ne sais pas si on peut en trouver aujourd'hui au marché fantastique, mais c'est un jeu qui est tiré du tarot, mais qui ressemble un petit peu à des choses égyptiennes. Et donc à cette époque-là, ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est clairement retrouvé à faire de la voyance avec un jeu qui, à la base, ne sert absolument pas à la voyance. Donc ça, c'est la première étape du tarot. Deuxième étape, ça a commencé à se populariser. Alors au 18-19e siècle, c'était vraiment réservé aux gens qui s'intéressaient à ça, mais les gens normaux avaient jamais entendu parler de ce genre de pratique. Et au 20e, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et dans les années 60-70, 1960-1970, pendant la mode du New Age aux États-Unis, là, le tarot s'est vraiment, vraiment démocratisé. Et ça a commencé à vraiment beaucoup se faire, de faire des tirages de tarot qui ont commencé à changer. À cette époque-là, on a cessé de faire du pur divinatoire avec le tarot et on s'est mis à travailler de façon plus spirituelle. C'est-à-dire qu'on s'est mis à faire des tirages qui étaient beaucoup plus axés sur le développement de soi, le fait de comprendre sa mission de vie, le fait de comprendre son karma, si vous voulez, vraiment, pas pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais pour savoir comment moi je me place dans ma vie. Donc ça a été une première inflexion. Et donc si chez nous, à partir des années 80, Jodorowsky s'est mis à parler de tarot psychologique, c'était vraiment en droite ligne par rapport à ça. C'était aussi dans une optique de démarcation. C'était pour dire, moi je travaille le tarot pour apporter une réflexion sur la façon dont on peut vivre sa vie et pas pour faire de la divination sur les événements du futur. Et c'est aussi autour de ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est l'idée de ne pas faire de la voyance avec un jeu avec lequel on fait de la voyance, alors qu'il n'est pas fait pour faire de la voyance. Donc c'est ça le tarot psychologique, quoi. Donc vous voyez, la définition est problématique, déjà. L'objet est problématique, la définition est problématique. Et alors,
qu'est-ce qu'on veut dire vraiment quand on dit qu'on fait du tarot psychologique? En fait, la seule chose qu'on est en train de dire, c'est qu'on fait pas de voyance, c'est qu'on travaille au présent. Donc, si la seule chose que je dis en disant je fais du tarot psychologique, c'est dire je ne fais pas de voyance, ben c'est une définition qui marche pas. Parce que vous voyez, c'est une définition négative. Donc, c'est pas suffisant, quoi. Bon, alors quand on est en tarot psychologique, on considère que en dehors des idées de prédire l'avenir, le tarot, c'est un bon outil pour parler du présent, c'est un bon outil pour mieux comprendre la situation où on est maintenant. On dit que c'est un bon moyen de voir les cartes nous renvoyer nos désirs profonds, nos croyances, etc. Ça nous sert à faire le point sur nous-mêmes. On a tout un blabla comme ça. Et on veut dire que utiliser ces cartes-là, poser un tirage sur la table, c'est une façon de prendre du recul sur notre situation en voyant notre situation représentée par les cartes. Et le fait de prendre du recul sur notre situation, ça nous permet de mieux la comprendre et donc faire nos choix en conscience. Bon, c'est compliqué comme définition. Oui, c'est pas très clair parce que c'est une façon de dire moi je suis pas dans le paranormal et en même temps il y a tout un blabla qui cache le fait que on va demander aux cartes quand même de venir pas n'importe comment. On va demander aux cartes quand même on va demander que la bonne carte soit tirée. Donc ah là là, je fais pas du paranormal hein, mais je m'attends quand même à ce que la bonne carte arrive. Vous voyez comme la définition marche vraiment pas en fait. Voilà. Enfin, ça se barre dans tous les sens parce que on est en train de présenter les choses d'une façon pas magique parce que c'est une façon de se présenter de façon sérieuse, de dire ah oui mais moi je suis pas comme tous ces gens bizarres qui font de la voyance, hein. Moi je fais du tarot au sérieux madame. Et après on fait le tirage et on est hyper émerveillé, on dit oh c'est quand même dingue. Voilà, donc c'est pas magique mais c'est magique. Et puis, alors, c'est pas la seule chose. Après, on va faire des tirages comme ça. On va faire passé, présent, futur. Et donc là, s'il y a une personne qui a un peu du bon sens, elle va nous dire, ah, mais excuse-moi, mais t'avais dit que t'allais parler du présent. Et là, nous, on va faire, oui, mais le futur, attends, c'est pas vraiment le futur. En fait, c'est une projection. C'est une projection que t'extrapoles à partir de ton présent. Voilà. Parce que tu comprends, si maintenant, là, je me mets à courir vers le mur, bah, c'est pas la peine d'être grand voyant pour dire que mon avenir est marqué par une collision. Donc, c'est pas difficile pour dire que ton futur, c'est que tu vas te prendre le mur. Voilà. Bon, donc, du coup, j'ai réussi à retomber sur mes pieds, mais vous avez vu que j'ai fait un peu de l'esbrouf quand même. Ouais. En même temps, c'est vrai que ton avenir est contenu dans ton présent parce que les actes, les choix que tu fais au présent, ils vont quand même conditionner ton avenir. Mais quand même, j'ai ma carte de futur, là. Donc, on dit qu'en réalité, elle parle du présent, mais c'est une justification. Et si vous me dites que c'est une façon de noyer le poisson, je ne pense pas que vous aurez tort. parce qu'en fait, quand je dis oui, mais la carte du futur, en fait, elle parle du présent, mais d'une autre façon, c'est une façon de répondre à côté. C'est une façon d'expliquer autre chose que ce sur quoi porte l'objection du mec qui dit oui, mais tu avais dit que tu parlerais du présent. Et on fait que semblant que ça pose pas de problème. Donc c'est soit on est un peu de mauvaise foi, soit il y a vraiment une contradiction dans les termes. Mais c'est important. Donc dire tarot psychologique, c'est dire d'abord explicitement qu'on fait pas du divinatoire, et c'est compliqué parce qu'une fois qu'on a dit ça, on se met immédiatement à utiliser les techniques du divinatoire. Voilà. Et en plus, pour continuer à brouiller un peu les pistes, souvent on parle de la formulation de la question en tarot psychologique. On dit en tarot psychologique, c'est hyper important que ta question elle soit active et qu'elle soit au présent et qu'elle soit à la première personne. Par exemple, comment je peux faire pour rencontrer une personne qui me convienne et pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Parce que tu comprends, si tu dis est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, tu es en position passive, donc tu attends que ça vienne. Mais nous, on fait du tarot psychologique, donc on est sérieux. Donc on veut te rendre ta liberté, ce qui est complètement con parce que qui vous êtes pour rendre sa liberté à quelqu'un, là, ça n'existe pas. Donc, tu vas poser ta question de façon active parce que moi, ça m'embête que tu poses une question passive parce que ta question, elle est fausse. Voilà. C'est embêtant, ça, hein. C'est embêtant que t'aies ton consultant qui arrive, il pose une question sur sa vie. C'est très clairement pas toi qui as la vérité sur sa vie et la première chose que tu lui dis, c'est ta question, elle est fausse. Bon, moi, ça m'embête. Il se trouve que quand on prend la question tournée au futur et sous forme fermée ou passive ou ce que vous voulez, et qu'on lui fait un tarot psychologique, ça marche super bien. Bon.
Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bon, écoute, voilà une carte pour te représenter toi, voilà une carte pour représenter tes besoins, voilà une carte sur blablabla, puis on lui fait un tarot psychologique, ça marche super bien. Donc, à la fin, c'est, oui, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un si tu fais ça, 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 et puis puisque tu fais ça, 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 voilà ce que ça va te donner. Ouais. Donc, on insiste beaucoup sur des distinctions qui, en fait, dans la pratique, elles sont pas si importantes que ça, et même à cause de cette idée de corriger la question de la personne, elles peuvent même être contre-productives. Donc ça, c'est compliqué. Et en plus, si vous observez quelqu'un qui fait du bon tarot divinatoire, vous allez voir qu'il fait la même chose que ce que je viens de raconter. Donc, il va pas juste répondre par oui ou par non à la question, parce que voilà, ça c'est de la mauvaise divination. Une fois que la personne aura quitté le tirage divinatoire sur cette question-là, elle aura mieux compris sa situation. Et elle sera plus à même de faire les bons choix en conscience. Alors du coup, la distinction, elle devient vraiment compliquée. Et donc là, je confuse tout exprès pour qu'on s'amène à se demander si, en fait, ça fait vraiment sens de parler de tarot psychologique. À part pour dire qu'on fait pas du divinatoire pour se placer un peu dans le genre, moi je suis sérieux et les autres ils sont pas sérieux. Donc, pour voir s'il n'y a pas quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, je vous proposerais bien de regarder d'un peu plus près les mécanismes qu'il y a cachés derrière un tirage de tarot. Donc, comment est-ce que ça marche, un bon tirage de tarot, et comment ça marche le tarot psychologique? Et pour discuter un petit peu de ça, je vais vous proposer d'abandonner totalement le vocabulaire de la croyance, pas pour dire que la croyance c'est faux ou c'est bien ou je sais pas, mais juste pour pouvoir en parler. Voilà. Si vous avez des croyances particulières sur ce qui fait que la bonne carte tombe, c'est super bien. Si vous n'en avez pas, c'est bien aussi. Mais c'est important d'avoir une grille de lecture du monde qui fasse sens pour vous. Et c'est aussi super important d'avoir cette grille de lecture-là pour que vous puissiez vous approprier les cartes d'une façon qui vous parle à vous. Mais moi, je vais mettre ça délibérément de côté maintenant pour parler exprès de façon hyper terre à terre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec mes explications, c'est complètement OK. Prenez juste ça comme une expérience de pensée. Le but, c'est d'inspirer à poser une réflexion qui est peut-être un peu différente. Donc, comment ça marche un tirage de tarot psychologique d'après une optique psychologique? Souvent, on va vous dire, ah oui, mais quand tu poses les cartes face cachée et que tu choisis les cartes, c'est ton inconscient qui t'amène à choisir la bonne carte. Vous avez sûrement déjà lu ou entendu ça. Moi, ça me pose vraiment problème de dire ça parce que c'est vraiment donner une explication paranormale en faisant semblant qu'elle est scientifique. Donc, ça marche pas parce que c'est soit l'un soit l'autre. Soit tu perçois inconsciemment les cartes et dans ce cas-là, il y a une sorte de télépathie qui se met en place. Ok, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, dis pas que c'est ton inconscient, dis que c'est une télépathie. Voilà. Ou bien, si tu ne crois pas à cette télépathie, comment est-ce que tu peux tenir l'argument que ton inconscient choisit les cartes alors que tu les as pas vues les cartes? Ça marche pas. C'est pas. C'est une explication paranormale qui fait semblant de pas être une explication paranormale. Donc c'est pas une bonne approche. On parle aussi beaucoup de synchronicité. Alors là, je trouve que c'est plus intéressant, mais c'est un concept un peu difficile à comprendre. Une synchronicité, vous savez que c'est quand le hasard résonne, c'est-à-dire quand on croise dans notre vie, dans notre quotidien, tout d'un coup, que ce soit une parole qu'on entend à la volée, que ce soit un graffiti qu'on voit sur le mur, que ce soit n'importe quoi, une plume d'oiseau, tout d'un coup, ça nous frappe parce que ça fait fortement sens pour nous, parce que ça vient s'inscrire dans le questionnement qu'on était en train de se poser, parce que, à mon sens, j'étais en train de me demander ce que je voulais faire et paf, je vois ce truc qui répond. Ça, c'est très, très troublant et c'est une synchronicité. Alors, d'où est-ce que ça vient, ces choses-là? Là encore, on peut l'expliquer en fonction de la grille de lecture qu'on veut. Donc, on peut dire que c'est notre inconscient qui attire des événements aléatoires. C'est un peu comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. C'est une explication possible. On peut dire aussi que si je suis dans un questionnement, si j'ai une question qui me travaille, inconsciemment, je vais être plus attentive à ce qui se passe autour de moi parce que je suis en recherche de réponses. Et donc, j'ai beaucoup plus de chances de trouver quelque chose qui va m'apporter du sens que si je fais mon quotidien comme ça avec mes œillères parce que je suis occupée à autre chose. Donc, quand on cherche, on trouve.
Peut-être que le fait de chercher amène à trouver. Voilà. Là encore, les deux sont justes. Donc, que ce soit mon inconscient qui attire des événements ou que ce soit moi qui sois plus attentive aux événements sans m'en rendre compte, vous choisissez l'explication qui vous convient, mais de toute façon, la définition de la synchronicité, c'est quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure et qui vous paraît juste ravageur, quoi. Moi, l'hypothèse qui me paraît la plus simple, c'est que tout ce qu'on fait dans le tirage de tarot, tout ce qu'on met en place comme cadre, tout ce qu'on utilise comme geste et tout ce qu'on donne comme règle, ça ne sert à rien d'autre qu'à casser des croyances. Et c'est ça qui, moi, personnellement, me paraît vraiment amusant dans cet outil-là. Tout ça pour vous dire que l'outil, c'est qu'un prétexte. Hein. Tout ça pour vous dire que c'est pas l'outil qui compte. Mais nous, dans notre vie, on se raconte toujours des histoires sur nous-mêmes. On se raconte l'histoire de notre propre vie, par exemple. Et c'est une histoire qu'on se raconte. C'est pas la vérité. La preuve, c'est que si vous comparez l'histoire de votre vie que vous vous racontez maintenant à celle que vous vous racontiez il y a quelques années, il y a peut-être pas mal de chances que ça ait changé. Et aussi, on voit que chez la plupart des gens, mais on se raconte des histoires qui sont plus ou moins utiles. Par exemple, on peut avoir quelqu'un qui dit « Ah oui, mais de toute façon, moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'une catastrophe parce que de toute façon, j'ai jamais eu de chance et puis j'ai toujours été victime, blablabla. » Donc, vous voyez que là, la personne, elle vous raconte une certaine histoire. Et ça, en tarot et notamment en psychologie, en vraie psychologie sérieuse, quoi, notamment dans les thérapies narratives, c'est un objet d'étude. Et on se rend compte que cette histoire que raconte la personne, c'est une histoire fausse parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire vraie, quoi. Quand je vous raconte, ah là là, toute ma vie, c'est l'histoire d'une victime parce que j'ai jamais eu de chance, quand je vais vous expliquer cette histoire, je vais sélectionner dans mon expérience les événements qui vont dans ce sens-là. Donc, je vais vous dire, ah mais oui, d'ailleurs, j'avais essayé de faire un projet, ça s'est cassé la figure. Et puis, j'avais essayé de louer un appartement et puis au dernier moment, blablabla. Donc, je vais sélectionner tous les événements de mon expérience qui vont dans le sens de mon histoire. Et ce qu'on fait en psychologie, notamment dans les thérapies narratives, vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse, c'est que on sait très bien que la vie de la personne est plus complexe que ça. Et on sait très bien que dans tous les événements qu'elle a vécus, il y aura des événements qui seront négatifs, mais il y aura aussi des événements qui seront positifs parce que c'est pas possible sinon. Ça veut dire que la personne, c'est un personnage de dessin animé. C'est pas possible. Les gens ont des expériences complexes. Et ce que va faire le thérapeute dans les thérapies narratives, c'est qu'il va amener la personne à raconter quand même des événements de sa vie où ça s'est bien passé parce que c'est forcément arrivé. C'est pas possible, quoi. Notamment si la personne a fait qu'avoir des ennuis, bah, ça signifie qu'elle a déjà montré de la résilience et de la force parce que sinon elle serait pas là. Et donc tout l'enjeu de la thérapie narrative, ça va être de prendre la même personne, la même expérience et de sélectionner les événements autrement pour que ça raconte une histoire de vie qui soit beaucoup plus empouvoirante. Alors j'aime pas ce mot, mais je sais pas comment on le dit en français. Quoi? Ouais, on l'a pas en français, hein, empowering. Bon, c'est une histoire qui permet à la personne d'agir. Quand on dit, ah oui, mais moi, je suis celle qui a survécu à tout un tas d'épreuves, ça me permet d'agir, tandis que quand je dis, moi, je suis celle qui se plante à chaque fois, ben, je vais rien faire. Donc, tout l'enjeu de la thérapie narrative, ça va être de regarder l'histoire que raconte la personne et d'essayer de la raconter autrement pour que la personne sorte de sa thérapie avec une vision plus active d'elle-même. Donc là, je vous parle pas de tarot, hein, je vous parle de psychologie. Et qu'est-ce qu'on va faire justement dans un tirage de tarot? On va poser un cadre. On va dire, je postule que le temps du tirage, la carte qui sort, elle est vraie. Donc toi, tu te racontes une histoire de ta vie, très bien, c'est cool. Moi, je vais poser des cartes sur ma table et on va postuler que les cartes sur la table racontent aussi l'histoire de ta vie. Manque de bol, les cartes, on les a pas choisies consciemment. Les cartes, on les a tirées au hasard. Donc 100% de chance qu'elles ne correspondent pas à l'histoire que tu te racontes de ta vie. 100%. Et vous voyez que c'est pas la peine de postuler du paranormal, là. C'est même pas la peine de postuler que les bonnes cartes sortent. Pour l'instant, on s'en fout. Tout ce que j'ai fait en tirant les cartes au hasard, c'est je n'ai pas tiré les cartes qui correspondent 100% à l'histoire que la personne se raconte de sa vie. C'est déjà intéressant, ça. Ce qui fait que si on joue le jeu, et jouer le jeu, ça veut dire rester fixé sur la règle que les cartes disent la vérité au moins le temps du tirage. Après, on s'en moque, hein. Si on joue le jeu, on va dire à la personne, tu vois, tu me racontes que t'es une mauvaise personne et que toute ta vie t'as été une victime, mais regarde, tu sors le soleil là pour te représenter, comment tu peux expliquer ça?
sachant que la carte est vraie. Et là, la personne va dire, bon sang, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu me donnes l'occasion, l'opportunité, le prétexte d'y réfléchir, c'est vrai que, par exemple, ce soleil, il me représente bien moi avec mes enfants. C'est vrai que moi, avec mes enfants, je rayonne. Ah, ouais, donc toute ta vie, c'est pas l'histoire d'une victime qui rate tout. Ah ouais, j'y avais pas pensé. Vous voyez, comme la carte qu'on n'attend pas, elle ne sert à rien d'autre que venir être la carte qu'on n'attend pas. Que venir ne pas être la carte qui correspond à l'histoire que je me racontais déjà. C'est même pas la peine de postuler quoi que ce soit de magique. Là, je vous casse vraiment un peu le truc. Je vous avais prévenu que je vous dirais que le tarot, ça n'existe pas. Vraiment, plus le temps passe, plus je trouve ça intéressant et plus j'en suis convaincue. Voilà. Donc, on a cette règle. La carte dit la vérité. On a ce sujet qui est la personne qui a forcément une expérience diverse et riche. Et on regarde comment ça se frictionne, quoi. Et en plus, on a le cadre. Le cadre du tirage de tarot, c'est aussi quelque chose. C'est quoi le cadre du tirage de tarot? C'est, attends, voilà, on va se prendre un moment, tu vas éteindre ton téléphone, on va tirer sur un tapis de tirage, tu vois. On s'en fout du tapis de tirage. Ça crée un cadre. C'est ça qui est important. Donc, on va faire quelque chose d'ésotérique, tu vas voir, on va faire quelque chose d'un peu magique. Et comme on est dans un cadre bizarre, c'est bizarre de faire un tirage de tarot quand même. Vous pouvez pas faire ça à votre patron dans votre entreprise. Comme on est dans un cadre bizarre, ça veut dire que le temps d'être dans ce cadre bizarre, on n'est pas obligé de penser comme on est censé penser d'habitude. Et ça, c'est ce pas de côté que ça nous donne, à mon avis, le tirage de tarot. Excusez-moi, je parle beaucoup. Et donc, ce cadre-là, il est hyper intéressant parce que comme on est en dehors du cadre habituel, on est en dehors de la façon de penser habituelle, ça nous donne, je vais encore une fois utiliser un mot qu'on n'a pas trop en français, ça nous donne un cadre safe et sécurisé. Parce que comme le cadre, il a un début et une fin, quand j'aurai fini le tirage, je ferme le truc, on n'en parle plus. Eh bien, le temps du tirage, c'est OK. Tu peux dire les choses que d'habitude tu as du mal à t'autoriser à dire. Tu peux te plaindre, par exemple. C'est OK. Alors que dans ta vie normale, peut-être que tu as l'impression que c'est pas bien de se plaindre parce que ce serait égoïste ou je sais pas quoi. Mais dans le cadre du tarot, comme on est dans un cadre bizarre, c'est OK, ça passe. De toute façon, tous les deux, on est en train de faire quelque chose d'un peu dingue, donc on se met d'accord, c'est pas grave. Ça, c'est très, très particulier et c'est aussi très, très puissant. Et donc, comment vous allez faire quand vous allez lire les cartes? Vous avez des cartes dans un tirage devant la personne. Comment est-ce qu'on lit les cartes? En fait, on raconte une histoire. Toutes les clés du tirage du tarot, ça n'est rien d'autre que du storytelling. Vous avez des cartes avec des emplacements, ça c'est ton passé, ça c'est ton présent, machin. Vous connaissez un peu les cartes parce que vous avez lu du bouquin ou alors vous regardez les images. Et tout le travail de celui qui va interpréter les cartes, c'est dire comment est-ce que je vais pouvoir raconter une histoire qui fasse sens, qui soit cohérente avec ces cartes, avec ces emplacements-là, passé, présent, futur, et avec ce qu'elle me renvoie la personne en face. Donc vous avez des éléments que vous allez lier les uns avec les autres pour raconter une histoire. Et votre histoire, elle a intérêt à être cohérente parce que les gens sont cohérents. La personne, elle est cohérente. Donc si vous lui faites une histoire incohérente, elle va pas pouvoir se projeter. Mais si vous lui racontez une histoire cohérente, alors là, il va y avoir de quoi que travailler. Et c'est pas difficile de raconter une histoire, hein. Et vous voyez bien que les enfants, quand on leur met des images devant eux, ils vont dire ah bah c'est un bonhomme, le bonhomme il est dans son jardin, il est content, mais là il y a quelqu'un qui vient l'embêter, blablabla. Ils vont raconter une histoire très très facilement. Bah nous, on a beau utiliser des grands mots, des termes abstraits, de la numérologie, tout ça machin, on fait la même chose. On va raconter une histoire cohérente. Et l'intérêt de cette histoire-là, c'est que elle va venir résonner avec l'histoire de la personne. Et pour reprendre mon exemple tout à l'heure de la personne qui dit ah oui mais de toute façon moi j'ai toujours eu l'histoire d'une victime, etc. On va lui faire un tirage de tarot qui va raconter son histoire à elle, mais d'une façon beaucoup plus aidante, beaucoup plus positive. Donc d'un côté j'ai la personne qui me dit oui moi mon histoire c'est celle d'une victime. De l'autre côté j'ai mon tirage qui dit oui elle son histoire c'est l'histoire d'une personne forte. Laquelle est vraie? Ouais ou aucune. Mais en fait on s'en fout. Ouais, parce que la question de savoir laquelle est vraie, ça marche pas. Par contre, la question de savoir laquelle est utile, là, ça me paraît mieux fonctionner. Donc,
Toute sa vie est l'histoire d'une victime, c'est pas vrai, très clairement. Toute sa vie, l'histoire d'une personne forte, c'est pas vraiment vrai, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quand je fais un tirage de tarot avec aplomb et que je donne à la personne l'impression de vraiment savoir ce dont je parle et que j'utilise cet aplomb pour lui affirmer qu'elle est forte et qu'elle va réussir, la personne, elle le croit. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne vraiment pas sûre d'elle du tout. Et on fait un tirage et je lui dis, tu vois, toi, t'es représenté par le battleur, c'est vachement bien parce que le battleur, ça représente le fait d'être complètement capable de réaliser tout ce qu'on veut. Toi, tu sais ce que tu veux, t'as ton idée, elle est hyper claire et tu sais le réaliser. Je fais des trucs comme ça, j'en fais des caisses. Bon, la fille, elle me croit et puis elle me dit, oui, c'est vrai que je sais ce que je veux, oui, qu'elle me dit d'une façon complètement pas sûre. D'ailleurs, mon job de rêve, c'est vendre de l'immobilier. D'ailleurs, juste après ce tirage-là, j'enchaîne avec l'entretien d'embauche. Ah bon? Ok. Donc, elle part et elle va à l'entretien d'embauche. Et puis, le lendemain, je reçois un texto. Ouais, c'est bon, j'ai eu le poste. Bon. Franchement, je pense que le battleur, ça l'a aidé. Ouais. Parce que quand elle est arrivée, elle était pas sûre. Quand elle est sortie, elle était sûre. C'était clair qu'elle voulait ce job. Et c'était clair qu'elle était capable d'obtenir ce job. Je pense que ça a été un peu pour quelque chose. Voilà. Et je vais pas vous dire que c'est grâce au tirage qu'elle l'a eu, mais je suis sûre que ça a été utile. Mais est-ce qu'elle était sûre d'elle ou pas? Quelle est la vérité? On s'en fout complètement. Quelle histoire est vraie? C'est hors sujet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce qui t'est utile. Donc, vous voyez, là, je vous ai raconté tout un truc sur le tarot. J'ai pas du tout parlé de magie. Parce que, de toute façon, vous avez tous déjà tiré un peu les cartes. Vous avez tous sans doute fait l'expérience à la fin d'un tirage qu'on se dit, mais quand même, bon sang, c'est dingue. C'est dingue, ça pouvait pas être d'autres cartes. Hein, bon, vous rigolez, donc vous sentez ça. Parce que vous vous dites, bon sang, mais c'est dingue comme c'est cohérent. Oui, parce que comme vous avez fait un effort de ouf pour construire une histoire cohérente, bien sûr qu'à la fin, c'est cohérent. C'est un peu confondre cause et conséquence, je pense. Oui, c'est un sentiment d'émerveillement. Vous observez bien que ce sentiment d'émerveillement, vous l'avez pas au tout début du tirage. Vous avez plutôt un sentiment de confusion. Vous avez plutôt le sentiment un peu gêné de vous dire, putain, comment je vais m'en sortir avec ça. Donc, c'est qu'une fois qu'on a construit sa réflexion avec les cartes et qu'on a fait en sorte que notre histoire soit cohérente, qu'on est en mesure de se dire, bon sang, c'est dingue comme les cartes sont cohérentes. Vous voyez? Et donc, on parle beaucoup de magie à ce moment-là, mais c'est un peu oublié que la magie n'est pas dans les cartes. Et en général, quand vous voyez des choses absolument merveilleuses dans les tirages de tarot, les choses absolument merveilleuses, elles sont en vous. Elles viennent pas des cartes. Donc, si vous êtes épaté, tant mieux pour vous. Parce que oui, c'est vrai que notre intuition, elle peut faire des choses qui nous épatent. Notre intelligence, elle peut faire des choses qui nous épatent, surtout avec un outil de trickster, un peu de fripon comme le tarot, parce que comme on va sortir de nos sentiers battus, on va sortir de nos filtres, on va sortir de nos cartes, de nos cadres, ouais. Fatalement, on va être émerveillé par ce qu'on a trouvé une fois qu'on enlève nos œillères. Mais les merveilles que vous avez trouvées, elles viennent pas d'ailleurs que de vous. Vous les trouvez grâce aux cartes parce que c'est un prétexte. Ça va comme ça? Alors moi, j'aime bien le présenter comme ça parce que déjà, je suis à l'aise avec cette façon de penser et surtout, je pense qu'avec cette vision-là, c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'apprendre le tarot et de se l'approprier parce que et c'est plus sain aussi, oui, merci. Parce que quand on débute en tarot, on va voir les livres. On se dit, OK, qu'est-ce qu'ils disent les livres des significations? On prend un livre, OK, très bien, on prend un deuxième livre, mince, c'est pas du tout la même chose. Et on constate que tous les livres se contredisent. C'est quand même un sacré problème. Ouais. Et ça bloque vraiment quand on est débutant parce qu'on y va avec bonne foi, on y va avec ouverture d'esprit, on se dit, oui, je vais vraiment faire un effort, je vais vraiment étudier, je vais vraiment chercher, mince, machin il dit que c'est ci, machin il dit que c'est ça. Et la solution à ce problème, elle vient quand on a compris que le tarot, ça n'existe pas, c'est un prétexte pour penser par soi-même. Et donc, quelqu'un qui a écrit un livre sur le tarot, c'est quelqu'un qui a pensé par soi-même à partir de la structure du tarot. Donc, il vous montre que ça donne quand lui, il pense ces choses-là. L'auteur d'à côté, c'est pas la même personne. Donc, il vous montre que ça marche, ce que ça donne quand lui, il pense ces choses-là. C'est pas pareil puisqu'il est différent. Et vous êtes différent aussi.
Donc, ça sert à rien d'essayer d'apprendre par cœur ce que pense un de ces auteurs, même si c'est un auteur génial. Par contre, ce qui marche, c'est prendre un bouquin, picorer, prendre ce qui vous parle. Parce que ce qui vous parle, ça vous parle de vous. Et laissez complètement ce qui vous parle pas, parce que ce qui vous parle pas, c'est pas à vous. Ça résonne pas à vous. Donc, vous picorez dans l'un, vous picorez dans l'autre, et vous vous débrouillez pour obtenir quelque chose de cohérent. Et à la fin, vous avez votre vision du tarot. Parce que le tarot, c'est pas quelque chose qui s'applique, c'est quelque chose qui s'approprie. Quand on dit les cartes me parlent, quand quelque chose vous parle, quand je sais pas, un tableau, quand ça vous parle de vous. Ça vous parle pas d'autre chose. Et donc, comme vous êtes pas des gens interchangeables, vous êtes tous différents, bah, que ça va vous dire de vous, bah, ça va être différent de ce que va dire le voisin et ça va être différent de ce que va dire l'auteur qui a écrit le bouquin. Donc, les livres, ils peuvent vous servir à vous inspirer, ils peuvent vous servir à gagner du temps parce qu'en général, on a passé pas mal de temps sur un bouquin, on a mis une structure bien. Donc, ça vous évite de passer des années à des trucs. Mais vous êtes invité à le modifier et vous êtes invité à ne prendre que ce qui vous parle à vous et d'en faire votre propre réflexion. Donc rien de ce qui est écrit dans les livres n'est juste. Par contre, les choses qui vous parlent, elles sont justes pour vous. Et donc, la conséquence qui est hyper amusante, à mon avis, dans le tirage de tarot, c'est que le tarologue ne peut absolument pas dire la vérité jamais. Donc, si vous êtes complètement dans la panique à vous dire, ah oui, mais si je tire les cartes à quelqu'un et que je dis quelque chose de faux, ah là là, donc vous êtes hyper bloqué, mais en fait, vous pouvez pas dire des choses vraies. Vous ne pouvez littéralement dire que des choses fausses quand vous tirez les cartes à quelqu'un. Ça n'est pas possible autrement. Pourquoi? Je m'explique. Parce que la personne, elle arrive avec une question sur sa vie. Voilà, vous êtes pas dans sa tête, vous êtes pas dans sa vie, et surtout, vous savez que comme vous n'êtes pas interchangeable avec elle parce que vous êtes unique, elle est unique, de toute façon, vous pensez pas comme elle et elle pense pas comme vous. Donc vous êtes embêté, vous pouvez pas lui dire la vérité. Par contre, vous pouvez utiliser les cartes pour dire, moi, cette carte, je la vois comme ça, moi, je sais que le soleil, ça veut dire ça, ça, ça. Donc, vous voyez, je dis ça, 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 pour dire, j'ai dit 3 choses en une. Hein. J'ai pas dit juste une chose, mais je donne des choses et je vais voir ce qui lui parle. La personne va faire, ah oui, quand tu le dis comme ça me fait penser à ma famille. Oui, bah, bien sûr, j'ai vu ta famille sur la carte. Ah ouais. Donc, vous lancez une hypothèse et la personne, elle va dire où ça lui parle d'elle. Et donc là, elle va vous dire la vérité. Par contre, sans les cartes, c'est difficile à faire ça. Par exemple, souvent dans notre éducation, on est formaté d'une certaine manière. Par exemple, on va avoir du mal à penser ou à dire certaines choses. Par exemple, il va y avoir des gens qui vont avoir beaucoup de mal à parler d'eux, qui vont avoir beaucoup de mal à parler de ce qui leur plaît, parce que quand ils étaient petits, on leur a appris que il valait mieux se taire plutôt que d'embêter le monde. Bon, donc on intègre ça, hein, parce que voilà, c'est l'éducation. Ou alors c'est pas bien de parler de soi ou c'est pas bien de se plaindre. Et ben si dans le tirage de tarot, on sort une carte toute pourrie, par exemple, 3 d'épée, 10 d'épée, etc. Nous, on va être mal parce qu'on va se dire, a priori, la personne, je l'aime bien, donc j'ai pas envie de lui faire de la peine, j'ai envie de lui faire plaisir, ça m'embête d'avoir tiré une carte mauvaise comme ça. Et là, la personne, elle va faire, ah oui, tu comprends, il m'est arrivé ça, 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 et là, la plainte va sortir. Mais c'est OK. Parce que comme j'ai fait mon cadre safe et bizarre avec mon tirage de tarot, comme on est dans un cadre bizarre et comme c'est les cartes qui parlent, bah c'est pas elle qui s'est plainte, c'est la carte, donc c'est OK. Donc elle ne se sent pas coupable, mais elle a dit quand même la chose qui comptait. Donc vous voyez que le tarot, à chaque fois, il sert pas comme apporteur de vérité, il sert comme prétexte à la discussion. Il sert comme prétexte à la rencontre. Je te propose une image, je te propose 2-3 mots, je te balance 2-3 mots pour que parmi ces mots-là, il y en ait un que tu aies envie d'attraper. Et après, je vais voir que toi, tu en fais. Et c'est ça qui est important. Donc, un tirage de tarot, c'est toujours un dialogue. Et c'est toujours un moment d'écoute. C'est toujours un moment où on ne peut pas avoir de jugement. Parce que la personne en face de nous, elle pense pas comme nous, parce qu'elle est différente de nous. Bon. Si on pense que les autres y pensent comme nous, bah ça devient un problème parce que si on pense que les autres y pensent comme nous, des fois ils vont faire des choses que nous on n'aurait pas faites pour nous. Bah on va se dire c'est parce qu'ils sont cons. Hein. Ouais. Sauf que quand on se rend compte que les gens pensent pas comme nous, on comprend que quelque chose qui est bon pour moi, ça peut ne pas être bon pour lui. Et quelque chose que lui il fait qui serait pas bon pour moi, ça se trouve c'est bon pour lui.
Donc, quand on a compris ça, on peut plus être dans le jugement. Dans un tirage de tarot, comme on choisit pas les cartes, de toute façon, ça va pas être les cartes qui représentent ce qu'on aurait fait pour nous. Et puis, la personne va nous dire, ah ben moi, ça me parle de ça. Je sais pas ce que j'aurais vu pour moi, mais c'est pas grave, parce que moi, dans mon cadre de tireur de tarot, là, comment trop dire ça, je sais que j'utilise ces cartes-là comme prétexte. Je sais que je vais pas lui dire la vérité parce que j'ai pas la réponse à ces questions, parce que je ne peux pas l'avoir et que c'est pas ma place. Je sais que si j'essaye de lui dire la vérité, si j'essaye de lui dire quoi faire et si j'essaye de lui dire comment penser, je vais être dans l'emprise. Ça, c'est vraiment très, très clair. Donc, c'est pour ça que c'est important, avant de tirer les cartes, d'avoir fait un travail sur soi pour comprendre un petit peu ses conneries, pour comprendre un petit peu ses points faibles, etc. Et c'est important aussi d'avoir un petit bagage psychologique quand même, histoire de comprendre les différentes structures mentales. Parce que si on les a pas étudiées, si on les a pas vécues, si on les a pas connues, c'est difficile de comprendre vraiment quelqu'un qui est pas comme nous. Mais dans un tirage de tarot, ça va s'ouvrir. Donc, vous voyez que tout ce que je vous ai raconté avec cette histoire de prétexte, j'ai bien fait attention à jamais utiliser de vocabulaire paranormal, New Age, etc. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe, c'est explicable en termes de non-croyance. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je vous donne des arguments parce que vous allez être confronté à des sceptiques. Par exemple, si vous avez un entourage qui croit pas du tout à ces trucs-là, cet entourage-là, il va immédiatement refuser le dialogue avec vous. Vous allez lui dire, je vais au tarot festival, c'est vachement bien. Et vous allez avoir des gens autour de vous qui vont vous dire, mais tu t'intéresses à ces choses-là, ma pauvre. Voilà. Et vous allez avoir des personnes qui vont se dire, elle est en train de faire des trucs de sorcière chelou, elle a un peu vrillé, quoi. Si vous essayez de leur expliquer les choses avec des arguments comme ça passe. Parce que c'est le bon vocabulaire. C'est le vocabulaire qu'ils sont en train d'entendre. Parce que là, en fait, je suis en train de vous parler du fait que ce ne sont que des questions de vocabulaire. Qu'est-ce que ça change si je dis les anges qui m'accompagnent m'ont guidé pour que je tire la bonne carte? Qu'est-ce que ça change de dire mon inconscient m'a guidé pour que je tire la bonne carte et mon intuition m'a soufflé la réponse? Qu'est-ce que ça change de dire j'ai tiré une carte pas magique du tout et j'ai projeté dessus? C'est le même résultat. C'est le même résultat, c'est-à-dire qu'à la fin, j'ai une carte qui me surprend et qui me permet d'apprendre quelque chose que je ne savais pas parce que sinon, j'aurais pas eu l'occasion de réfléchir dessus. Voilà. Donc, quelle que soit l'explication qu'on donne, c'est pareil. Par contre, là, je vous ai donné le vocabulaire qui passe pour tout le monde. Parce que en fait, le véritable problème que ça résout, cette histoire de tarot psychologique, le vrai enjeu, en fait, c'est la question du dialogue. Vous voyez bien que si vous avez un entourage sceptique, vous leur dites, ah là là, je fais du tarot, je trouve ça formidable, etc. Eux, ils disent, ah moi, je crois pas du tout à ces choses-là. Le dialogue s'arrête. Parce que eux, ils se disent, ah ben, vous êtes fous. Parce que vous êtes fous de vous intéresser à ces choses-là, parce que c'est fou. Et vous dites, bah, quand même, ils sont fous d'être aussi fermés. Et de même pas se demander comment ça se fait que moi j'y trouve quelque chose d'intéressant. Donc ok, vous pensez qu'ils sont fous, eux ils pensent que vous êtes fous, et on cause pas avec un fou, on le soigne. Voilà. Donc c'est vraiment une coupure. C'est l'inverse de la rencontre. Donc vous voyez que quand on se met sur le plan de la croyance, là on fracture. Si on parle de tarot divinatoire, si on va faire du tarot divinatoire ensemble, c'est avec l'idée qu'on partage cette croyance. C'est avec l'idée que toi et moi, on croit que les cartes peuvent nous montrer l'avenir. C'est ok. C'est une croyance. C'est pas une science. Donc soit on interprète le monde d'une façon où c'est possible, soit non. Ça c'est une question vraiment personnelle. C'est de l'ordre de l'intime. Mais si vous faites du tarot divinatoire, vous êtes absolument certain que les gens qui vont venir vous voir pour que vous leur tiriez les cartes, ils partagent cette croyance. C'est-à-dire que vous avez créé un nous versus les autres. Et ça, c'est compliqué. Déjà, les gens qui vont pas y croire, ils vont pas venir vous voir du tout. Et surtout, le fait de créer une coupure comme ça crée de la violence. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a nous d'un côté qui nous serrons les coudes et il y a les autres qui sont les ennemis. Il y a les sceptiques qui vont essayer de nous humilier. Et il va y avoir de la violence de deux sortes. Il va y avoir de la violence à l'intérieur du cercle, il va y avoir de la violence à l'extérieur du cercle. C'est quoi la violence déjà à l'extérieur du cercle? C'est les attaques des sceptiques qui vont se trouver,
je sais pas pourquoi, hyper touchés par le fait que vous parliez de ces choses-là, donc ils vont venir essayer de vous casser. Bon, ça c'est une source de violence. Vous avez aussi une autre source de violence à l'intérieur du cabinet, à l'intérieur du tirage de tarot, toujours quand on est dans l'optique de partager une croyance. Si je parle de divination, je me place dans la posture de celui qui sait manipuler les cartes magiques. Donc, je me place dans la posture de celui qui sait. Ça, c'est gênant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure du fait que la personne avait une question sur sa vie. C'est gênant, surtout aussi parce que c'est une attitude qui crée de la soumission. Moi, je sais, toi, tu sais pas. Et une soumission, ça crée aussi de la dépendance. Quelqu'un qui va venir voir le voyant, il va lui dire, ouais, il va se passer ça, ça, ça. Bon, t'as rien compris à ton tirage, mais il est, oh, et c'est vrai. Comment est-ce que je peux continuer à vivre ma vie sans aller vérifier à chaque fois chez le voyant que j'ai fait les bons choix, puisque lui, il sait et moi, je sais pas. Et c'est compliqué, ça. Et en plus, le public de la divination, c'est pas exactement le même public que le public du tarot psychologique. C'est pas exactement les mêmes gens. On peut venir à la divination parce qu'on est curieux. On peut venir à la divination parce que on a une grille de lecture de l'univers qui est un peu magique, qui est un peu plus profonde, un peu plus mystique. On peut aussi venir à la divination parce qu'on a de l'angoisse. Et ça, c'est très, très important. Et en général, le public de la divination, il est un peu plus vulnérable que le public de la psychologie. Et il est un peu plus vulnérable, notamment aussi parce que c'est un public qui a moins d'argent. Pourquoi? Parce que quand tu as plein de pognon, c'est moins angoissant la question de savoir si tu vas avoir le job ou pas. Par contre, si les fins de mois sont difficiles, là, c'est vraiment quelque chose de dur. Là, c'est vraiment une question douloureuse. Donc, dans les questions de divination, la question de l'emprise, c'est un vrai, vrai problème. Parce que les mauvais acteurs ont bien compris que ce public-là était plus fragile qu'un autre. Et si vous faites de la divination parce que c'est votre pratique, vous êtes forcément confronté à ce problème. Si vous le faites en pure bienveillance, vraiment pour aider l'autre, en étant ouvert pour permettre aux gens d'avancer en conscience, etc., vous allez forcément vous retrouver confronté au fait que l'emprise, elle peut ne pas venir de vous, elle peut venir de la personne qui vous la demande. Et c'est souvent une demande explicite. Donc ça, c'est un problème éthique qui est vraiment compliqué, pour lequel il faut vraiment être très, très clair. Il faut être très clair sur la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, il faut être très clair sur vos règles, il faut être très clair sur vos limites, et il faut savoir les faire respecter, ces limites. Donc ça, c'est une vraie problématique. En tarot psychologique, on évite complètement ça. On évite complètement le terrain de la violence. Parce qu'on évite de générer une emprise avec une croyance et on évite l'agressivité des sceptiques. C'est pour ça que je vous disais tout le vocabulaire que je vous ai montré. Là, vous pouvez le réutiliser, c'est OK. Ça va bien passer parce que c'est le bon vocabulaire, donc il n'y aura pas de conflit. Quand on dit « je fais du tarot psychologique », on dit « je fais pas du tarot divinatoire ». Donc, c'est une définition négative, mais elle ne sert qu'à une seule chose, à mon avis, c'est poser le cadre et dire « moi, je suis pas dans le terrain de la croyance ». Donc, tu crois que les cartes sont magiques, c'est OK. C'est pas mon sujet. Ça se trouve, moi, je crois qu'elles sont magiques aussi ou pas, mais c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est ton tirage, le sujet, c'est ta question. Donc, moi, je trouve que c'est un cadre très, très sain parce que ça barre la route à tout jugement. Comme je parle pas de la croyance, je peux pas dire ma croyance est meilleure que la tienne. Et je peux être vraiment dans un dialogue en respect, quelle que soit l'équipe à laquelle appartient la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est vraiment une façon d'éviter de dire que je vais utiliser des techniques spéciales, d'éviter de dire que j'ai un savoir spécial, d'éviter tout le terrain de la croyance qui est un terrain générateur de violence. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que ce qui est intéressant dans cette définition un peu cassée du tarot psychologique que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un intérêt, c'est que c'est une définition qui rend possible le dialogue. Autour du tarot psychologique, on peut se rencontrer entre personnes complètement sceptiques et personnes complètement pas sceptiques. Et c'est pour ça que ici, c'est un festival de tarot psychologique et vous observez qu'il y a des intervenants qui ont des points de vue très, très différents. Il y a des intervenants qui font de la divination, il y a des intervenants qui ne font pas, on s'en fout. Parce que le tarot psychologique, c'est une façon, oui, je suis dans ma conclusion. Le tarot psychologique, c'est une façon de recréer un dialogue. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'attitude la plus saine qu'on puisse avoir. Et donc, c'est pour ça que je suis très contente que vous êtes ici au Tarot Festival, parce que comme ça, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir causer, on va pouvoir réfléchir ensemble.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.